Regardez les images. Elle a visité une usine d'armement, une usine de munitions très exactement, en Bulgarie. Et on va voir que ce voyage a été très mouvementé parce que cette fois, elle a un adversaire plus redoutable, si vous me permettez, que le général Richoux ou que Xavier de Giacomonis, c'est la Fédération de Russie, puisque la Russie, semble-t-il, a perturbé son voyage de manière extrêmement grave. C'est un événement diplomatique, peut-être même d'une certaine manière militaire, qui a eu lieu. L'avion à bord duquel voyageait la présidente de la Commission européenne a été victime d'une attaque de brouillage GPS à l'arrivée en Bulgarie, donc pendant l'atterrissage, qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Et la Russie est soupçonnée d'être derrière cet acte. Regardez la carte. Le vol était à destination de Plovdiv. Alors, je ne sais pas qui ici connaissait la ville de Plovdiv. Moi, j'y suis allée aussi. Ah, vous aussi. Ouais. Moi, je ne connais pas. Bravo. Alors, il y a deux une ville très intéressante, très agréable. Vous savez, c'est la rivière la Maritsa qui coule. On ne connaît que ça. Sylvie Vartan. La fameuse, oui. Alors, maintenant, je fais le lien. Oui, Samantha de Bendern. Moi, j'y suis allée en 98. J'étais observateur aux élections bulgares et on m'avait posté à Plovdiv. C'était une ville très sympa. Mais par contre... Et ce qui s'est passé, donc, c'est l'avion, au moment où il est en phase d'atterrissage, son GPS est brouillé et donc les pilotes, tout à coup, comprennent qu'ils vont devoir atterrir dans des conditions très différentes. Michel Pollock, vous nous avez rejoint, vous êtes évidemment l'expert en aéronautique et des questions de défense que l'on connaît. Bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous ce qui a pu se passer dans le cockpit. Qu'est-ce qui se passe quand, j'imagine, il y a pilote et copilote qui, tout à coup, se rendent compte que leurs appareils ne fonctionnent pas? Bien écoutez, d'abord, tous les appareils c'est pas tous les appareils qui ne fonctionnent pas. C'est le système d'aide à la navigation et là, en l'occurrence, le système d'aide à l'approche et à l'atterrissage qui utilisait le GPS. Donc, il y a eu une alarme disant que le signal était perturbé ou qu'il était faux. Et à partir de là, l'équipage, soit il remet les gaz et puis il se donne le temps de réfléchir pour voir s'il se déroute ou s'il fait une nouvelle approche avec d'autres instruments pour l'aider à faire son approche, ou bien il poursuit son atterrissage s'il peut le faire à vue parce que la météo est bonne et qu'il est sur une bonne trajectoire. Mais dans tous les cas de figure, c'est un souci, et dans tous les cas de figure, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant maintenant. On a quasiment 3% des vols dans le monde qui sont perturbés lorsqu'ils survolent les régions du Proche-Orient, de la mer Caspienne, de la mer Noire, de la mer Baltique, parce que toutes ces zones qui sont des zones de guerre ou des zones d'affrontement sont des zones dans lesquelles tout le monde utilise le brouillage des GPS, y compris les Européens, les Américains. Et est-ce que c'est un stress pour les pilotes qui tout à coup comprennent qu'ils vont devoir atterrir à vue? C'est un souci. Dire que c'est un stress, pas obligatoirement, dans la mesure où, vous savez, il y a deux pilotes, le travail est partagé, il y en a un qui surveille, un autre qui opère. À partir du moment où il y a une alarme, c'est déjà quelque chose qui a été envisagé. Et donc, on sait qu'on a l'hypothèse de la remise des gaz et de remonter et de partir réfléchir, puisqu'on a toujours la possibilité de faire une attente ou de se dérouter directement. Ça dépend de la situation. Deuxièmement, le GPS n'est pas le seul instrument d'aide à la navigation ou d'aide à l'atterrissage. Je ne connais pas la situation en Bulgarie sur ce terrain, mais disons qu'il existe aussi des systèmes analogiques anciens qu'on commence malheureusement trop souvent à démonter, mais qui étaient extrêmement efficaces et qui sont toujours extrêmement efficaces, comme les ILS, les VOR, les radiocompas, qui permettent de faire des approches avec des précisions qui sont parfois meilleures, parfois moins bonnes. Et cela dit, ça dépend aussi des conditions météorologiques. On n'est pas en situation de détresse, on est en situation d'inconfort. La détresse pourrait survenir dans des zones très éloignées de terrains de déroutement, par exemple, mais là, ça n'était pas le cas. Vos réactions sur ce plateau, on parle d'inconfort, mais ce n'est pas l'inconfort de n'importe quel avion, c'est comme la présidente de la Commission européenne, même si tout à l'heure vous diminuiez ses mérites, si j'ose dire, c'est la présidente de la Commission européenne, elle représente 450 millions d'Européens, c'est quelque chose. Oui, bien sûr, non, mais c'est probablement un acte hostile, voilà, mais encore une fois, la question qui était posée, c'était aussi celle du danger ou pas de danger. Maintenant, il y aura de plus en plus de menaces hybrides de ce type. Cela dit, ce que vient de dire Michel Polacco, c'est que ça se produisait aussi très souvent dans la zone du Moyen-Orient. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, et je pense que les pilotes sont aussi formés à ça, à atterrir aux instruments et à utiliser des cartes
papier. C'est quand même un message, plus qu'un message, c'est un acte très agressif, Xavier. Oui, c'est un acte très très agressif, mais comme le disait Michel Polaco, c'est inconfortable pour les pilotes. Peut-être que Madame von der Leyen s'est demandé ce qui se passait, a été inquiète, mais pour les habitués des cockpits, pour ceux qui ont eu pour charge de faire atterrir l'avion, il n'y avait pas de danger immédiat. Maintenant, il faut bien voir que ce signal, les Russes l'adressent de plus en plus souvent, notamment dans la zone baltique, on en a parlé tout à l'heure, où là, il y a la zone de Kaliningrad qu'ils cherchent à tout prix à défendre. Maintenant, ça se déplace en Bulgarie. C'est beaucoup plus compliqué pour eux de mettre en place ces brouillages dans un pays qui n'est pas très proche du leur, qui n'est pas depuis leur territoire. Donc ce qu'on peut se demander, c'est quelle complicité il y a eu pour faire entrer. Normalement, ça peut être une camionnette avec tout le système de brouillage à l'intérieur. Il faut payer des gens pour amener cette camionnette à proximité de l'aéroport au moment même où l'avion de la présidente se présente. Comment ça a pu se passer, Michel Polaco? On voit la scène de cette petite ville de Plovdiv. Moi, j'avoue que je ne suis jamais allé à Plovdiv. Est-ce qu'il y a eu besoin d'officiers du FSB, d'officiers russes au sol pour servir de relais? Non, pas obligatoirement. Bon, on peut penser que ce sont les Russes, mais ce ne sont pas obligatoirement les Russes. Parce que malheureusement, des brouilleurs de GPS, il y en a pas mal qui se baladent dans le monde. On en trouve en vente sur Internet. En France, vous savez qu'il y a même une réglementation qui en interdit la vente et qui punit la vente et l'utilisation d'une peine de 30 000 € d'amende et de 6 mois de prison, pour vous dire que quand même, ça existe et c'est codifié. Moi, je pense que dans cette affaire, probablement les opérateurs ou l'opérateur étaient à proximité de l'aéroport parce que c'est dans la période de l'approche de l'avion qu'on s'est rendu compte du brouillage des signaux GPS. C'est pas pendant la partie de navigation et de croisière, c'est dans la partie de l'approche avant l'atterrissage. Donc je pense que le brouilleur était dans la proximité de l'aéroport. Ce sont peut-être des Russes, des amis des Russes ou d'autres qui ont décidé de procéder à ce genre de folie, parce que c'est quand même de la folie, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais très franchement, malheureusement, ce genre de choses est de plus en plus courant. Sans compter, je vais vous dire, je vais donner l'exemple d'un avion d'Air France qui, il y a quelques semaines, un Airbus 350 qui arrivait d'Asie et qui a survolé le Proche-Orient. Il a eu plusieurs alarmes de brouillage de GPS, qui fait que le système, c'est normal, sur les avions, à un moment donné, décide de se déconnecter des GPS et de passer en système de navigation analogique, avec des centrales inertielles, avec des systèmes d'utilisation des balises qui sont au sol. Et l'avion, donc, a perdu son GPS. Il n'a pas pu se poser à Roissy parce que, bêtement, ce jour-là, les systèmes analogiques, les ILS, n'étaient pas en état de fonctionner. Donc, il a été obligé de se poser à Orly. Et puis, on a reseté le GPS de l'avion. Et il a redécollé, il s'est posé à Roissy. Mais malheureusement, ces histoires, je peux vous en raconter plein. Je peux vous raconter l'histoire d'un Boeing 777 qui s'est retrouvé à 70 nautiques de sa route, c'est-à-dire à 140 km de sa route. Alors évidemment, bon, l'équipage avait probablement été pendant un temps un peu distrait parce qu'il était en croisière sur une période, dans une zone élevée, d'altitude élevée. Mais quand même, c'est quelque chose d'inquiétant. Et on croyait que le GPS était le nec plus ultra de l'aide à la navigation. On a commencé à démonter la plupart des balises au sol dans beaucoup de pays parce que ça coûte cher à installer, ça coûte cher à acheter, ça coûte cher à entretenir. Et maintenant, on s'aperçoit que là où il y en a, on est bien content de pouvoir les utiliser comme système de secours parce que c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus difficiles à perturber ou à brouiller. Donc, il va falloir se calmer un peu là-dessus. Qu'a dit la Russie? Regardez, Peskov, c'est rapide. Vos informations sont incorrectes, déclare Peskov, le porte-parole du Kremlin, au Financial Times. Et pourtant, il y a certains précédents. Le 13 mars 2024, un avion de la Royal Air Force ramenait le secrétaire à la défense du Royaume-Uni de Pologne. Il volait près de l'enclave russe de Kaliningrad. Et la Russie, déjà, a été accusée d'avoir brouillé le signal satellite de l'avion. Là, en termes, disons, de rapport de force, c'était presque encore pire, parce que c'est quand même le ministre de la Défense d'une puissance nucléaire. Oui, il s'agit évidemment d'intimider l'adversaire. Les Russes sont très marris du fait que la Pologne ait été extrêmement
en avance et très allante pour protéger l'Ukraine, pour aider l'Ukraine à se défendre. En fait, on sait que l'armée ukrainienne, juste avant l'agression de 2022, a été en grande partie formée par des forces spéciales britanniques et armée aussi par les Britanniques et les Américains avec les fameux Javelin. Et aujourd'hui encore, il y a un type du MI6 qui est dans le bureau du chef à Kiev, du chef du renseignement militaire ukrainien. Donc la coopération entre le pays qui coopère militairement le plus avec l'Ukraine, c'est de loin la Grande-Bretagne. Et donc effectivement, il y avait une opération. Et Boris Johnson déjà. Boris Johnson qui est un héros pour les Ukrainiens. Qui est le 9 avril, lors de son assemblée. Qui, je crois, est détesté par Samantha de Wender, mais qui est adoré par les Ukrainiens. En 2022, Boris Johnson a dit aux Ukrainiens, vos négociations à Istanbul, oubliez-les parce que vous allez gagner, vous aider à gagner. Je suis pas sûr que la Grande-Bretagne ait fait les efforts nécessaires pour aider. En tout cas, je me permets de vous contredire parce que cette légende selon quoi Boris Johnson a fait sauter les négociations d'Istanbul, quand on voit les conditions que les Russes voulaient imposer aux Ukrainiens à Istanbul, avec ou sans Boris Johnson, les Ukrainiens ne les auraient pas acceptés. Il n'y avait rien pour les accepter. Donc c'est bien, voilà, on a trouvé. C'est quand même un ancien ministre ukrainien. Moi, j'ai eu aussi des sources britanniques sur le fait que Boris Johnson est effectivement intervenu. Mais maintenant que l'accord était inacceptable, c'est autre chose. Mais il aurait pu continuer la négociation. Je dis ça parce que c'est un ministre ukrainien qui l'a dit. Voilà. Parce que c'est un ministre ukrainien qui l'a dit que c'est vrai. Si vous regardez les propositions des Russes à Istanbul et vous regardez la position ukrainienne, et on oublie avec tout ça que c'était juste après la découverte du massacre de Butcha. C'est ça qui a fait. Et en tout cas, il faut remarquer les massacres de Butcha qu'on fait changer. Et il faut remarquer à quel point, Johnson, lui, n'a pas varié. C'est-à-dire, même les Ukrainiens ont changé d'avis. Ils disent maintenant on peut négocier avec la Russie. Les Européens qui disaient on négocie pas avec Poutine, alors que Boris Johnson, lui, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, lui a tenu sa ligne de manière assez, avec une grande rectitude. C'est assez facile de tenir la ligne quand on n'est plus au pouvoir, si vous voulez. Donc il l'a tenu le temps qu'il était au pouvoir. Mais maintenant, effectivement, les Ukrainiens l'adorent en tout cas. Les Ukrainiens l'adorent forcément parce qu'il avait son côté de Churchill qui rejoignait un peu Zelensky. Mais il est quand même un petit peu sorti de l'histoire pour le moment. En tout cas, revenons aux provocations de la Russie, en tout cas telles qu'elles sont regardées par les Européens. Ça se rapproche parfois de l'Europe. C'est ce qui s'est passé dans cet immeuble à Kiev au cours d'une des importantes attaques aériennes russes contre l'Ukraine. Moscou a touché le bâtiment de la délégation de l'Union européenne à Kiev. Alors, est-ce que tout ça peut être le fait du hasard ou est-ce que le tir russe ici peut avoir une précision telle qu'ils se disent on intimide, c'est toujours la même logique, directement, un peu plus directement les Européens? Moi, je crois que c'est difficile à dire. On sait très bien qu'il y a beaucoup de missiles qui ne sont pas très précis. Ça tire un petit peu dans tous les sens. Ils ont aussi des missiles précis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu taper l'Union européenne? Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un phénomène avec Ursula von der Leyen et puis cette affaire-là qui est un petit peu troublant. Et la double frappe sur le British Council. Oui, c'est ça, à 20 secondes d'écart. Sur le British Council, c'est beaucoup plus clair, en fait, Darius. Sur la représentation européenne, effectivement, ça peut être un tir manqué ou même le souffle de tirs qui ont eu lieu à proximité. En revanche, sur la représentation britannique, sur le British Council, qui est un peu comme l'Alliance française pour les Britanniques, absolument. Je parle sous le contrôle de Samantha. Là, on voit bien sur la vidéo de la frappe, sur une caméra de vidéosurveillance, on voit bien les deux frappes à 20 secondes d'intervalle et le missile qui frappe exactement au même endroit. Donc là, c'est vraiment une frappe délibérée. Et effectivement, les Russes ont certainement un gros contentieux avec Londres qu'ils accusent de conseiller d'un peu trop près les Ukrainiens. Et comme l'histoire de l'avion, ça montre quand même qu'il y a peut-être un souci avec la sécurité des Européens, des dirigeants européens. Alors, j'ai une question à laquelle peut-être Michel Polaco peut répondre, c'est de savoir si un avion équipé pour un chef d'État, c'est-à-dire avec probablement des systèmes électroniques plus performants, aurait pu éviter ce qui s'est passé avec Madame von der Leyen. Mais plus généralement, c'est vrai qu'il y a une très bonne question. Un problème de sécurité. Michel Polaco, est-ce que l'avion du Premier ministre Keir Starmer ou l'avion du président de la République Emmanuel Macron pourrait aussi être saboté aussi facilement que l'a été celui de Mme von der Leyen? Alors l'avion n'est pas saboté. Oui, il y a absolument son GPS brouillé. Oui, voilà. L'avion est simplement victime d'un brouillage et ce sont les ondes qui parviennent à l'avion qui sont brouillées. Donc on ne peut rien y faire et ça peut arriver aussi bien
à Air Force One ou à Air Sarko One ou à Air Macron One qu'à l'avion de Madame Van der Leyen. Donc ça peut arriver à tout le monde. En revanche, évidemment, l'avion d'un chef d'État ou un avion qui représente, je dirais, une valeur importante sur le plan politique ou militaire peut être équipé de systèmes redondants, plus nombreux, d'aide à la navigation, d'aide au pilotage et d'aide à l'approche et à l'atterrissage. Ça, c'est certain. Mais si vous voulez, globalement, les avions modernes sont quand même très très bien équipés et donc le risque, je vous le dis, est quand même assez limité. Non, mais une chose qui est quand même, si vous permettez, j'aimerais revenir sur cette frappe sur le British Council, parce qu'on parle beaucoup des Américains, de Trump. Le British Council, donc bâtiment qui loge une institution britannique, le Royaume-Uni étant le premier allié des États-Unis. Quelle a été la réaction de Donald Trump? D'abord, lui-même n'a rien dit. Sa porte-parole a dit oui, les frappes russes sur Kiev, c'est pas bien, mais il faut aussi savoir que les Ukrainiens frappent les installations pétrolières en Russie. Pas un mot pour dénoncer une frappe sur un immeuble qui appartient à son allié le plus proche. Il n'y a pas plus proche que les Royaumes-Unis et les États-Unis. Zéro, pas un mot. Ça montre à quel point les États-Unis sont vraiment désengagés de l'Europe et je crois qu'il faut en prendre note.